retour dans l'Africa Newsroom. Notre invité, un chef d'entreprise, M. D'Almeida, ainsi que notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Et Niamey, la capitale nigérienne, accueillait jusqu'à ce jour, ce 23 novembre, la première édition du Forum de la CEDEAO sur l'éducation à la culture de la paix via un dialogue interreligieux. C'est un reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. La première édition du Forum sur l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux s'est ouverte ce mardi 22 novembre 2016 à Niamey. Il vise à garantir le développement économique et l'intégration sociale des 15 États membres de la CEDEAO, un espace qui connaît des crises et tensions politiques, sociales, ethniques et religieuses. À travers ce forum, il sera inculqué aux chefs religieux une culture du dialogue interreligieux afin de transformer le pluralisme religieux en un facteur de développement social. Le thème « Éducation à la culture de la paix » à travers le dialogue intra- et interreligieux est plus que jamais d'actualité. C'est un thème de plus en plus récurrent dans les rencontres internationales. Les organisations internationales, comme la Conférence mondiale des religions pour la paix, se mettent en place un peu partout dans le monde. Il est donc normal que nous puissions, au niveau de la CEDEAO, réfléchir à l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux. Les délégations des 15 pays membres de la CEDEAO ainsi que d'importantes personnalités religieuses, parmi lesquelles le sultan de Sokoto, Saad Aboubakar, le cardinal John Aneyekan, archevêque d'Abuja, ou encore du secrétaire exécutif du NEPAD, Ibrahim Hassameyaki, prennent part à ce forum. L'objectif est de passer par le canal de l'éducation, de la culture, de la paix et de la religion pour sensibiliser les communautés de base de l'espace CEDEAO. Au-delà de la recherche de la tolérance religieuse, il y a souvent des perturbations, des incompréhensions au sein même des religions qui font que des bouillonnements naissent et font en sorte que des conflits surgissent. Ce forum permettra d'établir un dialogue interreligieux, susciter des rapports harmonieux entre les religions, discuter de la coexistence pacifique à travers l'éducation des fidèles sur la nécessité de bâtir une culture de la paix. Cette première édition du forum donnera naissance à une déclaration dite de Niamey qui contiendra le début d'un plan d'action qui sera mis en œuvre en attendant la deuxième édition prévue en 2018. Quand on met en rapport la religion et le terrorisme, c'est qu'on estime qu'il y a un rapport de causalité. Mais véritablement, qu'est-ce qui pousse les jeunes à se radicaliser? On ne peut pas nier que les terroristes instrumentalisent la religion, mais si les jeunes en arrivent à soutenir cette cause odieuse, qui est la cause terroriste, c'est qu'il y a un mal beaucoup plus profond, Jean-Marie. Amira, il y a un mal beaucoup plus profond. C'est une problématique que nous avons abordée souvent sur ce plateau, qui est la chose suivante. Sans l'éducation, l'individu ne voit pas plus loin. Et il y a quelque chose sur laquelle il faut insister, quelles que soient les religions. Une religion, c'est-à-dire, même quand on me parle de livres sacrés, c'est une dynamique qui est censée suivre la dynamique sociétale en tant que telle. Quand vous avez certaines religions qui restent encore dans ce qu'on appelle le dogme religieux, c'est là où c'est devient dangereux, si vous voulez, pour ces jeunes-là. Tout simplement parce qu'à côté, vous avez un pendant qui doit être là, un vecteur sur lequel on doit se focaliser, qui est l'éducation de l'ensemble des individus. Quand vous éduquez un individu, vous lui ouvrez les yeux sur le monde. Mandela a toujours dit que la seule chose qui pourrait sortir l'Afrique de là où elle est, c'est l'éducation. L'ignorance est la pire des choses. On peut même parler de Victor Hugo avec celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison. Ça prend tout son sens quand on regarde où est né Boko Haram dans le nord du Nigeria, une partie qui était vraiment laissée à l'abandon par le pouvoir central. Voilà. Monsieur D'Almeida. Alors moi, j'ai juste envie de rajouter qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, je ne pense pas que l'éducation seule, bien sûr, elle doit être l'arme principale, mais malheureusement, avec tout ce qui se passe dans toutes les parties du monde et en Afrique notamment, l'éducation seule n'est plus la seule arme à valoriser. Il y a
tous les aspects effectivement de la pauvreté et je dirais même de la misère, parce que quand vous atteignez la misère, en fait, vous n'avez vraiment plus rien à perdre et vous allez là où on vous suscite, on vous propose un peu d'espoir. Et malheureusement, on devient aussi une cible facile pour ces terroristes-là. Alors on le sait, ce sont les jeunes qui se font souvent endoctriner par ces groupuscules terroristes, ou voire les groupes armés qu'on peut voir dans certains pays du continent. On a souvent une moyenne d'âge qui n'excède pas les 30 ans. Jean-Marie, est-ce que la jeunesse africaine va mal aujourd'hui? La jeunesse africaine va mal, si vous voulez, tant que les dirigeants de ce monde ne veulent pas comprendre que le terrorisme, comme notre invité vient de le souligner, il y a la partie éducationnelle et vous avez aussi la partie économique. Tant que vous avez à voir la répartition du PIB mondial qui est d'une inégalité, qui fait germer des inégalités un peu partout. On en parlera tout à l'heure. De là, c'est tout à fait évident qu'il y a d'autres vecteurs, d'autres variables. Et 3,2 milliards de personnes environ, soit près de la moitié de la population mondiale, est exposée au risque de contracter le paludisme. La plupart des cas et décès dus à cette maladie surviennent en Afrique subsaharienne. En 2015, 88% des cas de paludisme et 90% des décès dus à cette maladie sont survenus dans cette région. Et aux Comores, grâce à un fonds, grâce à une subvention d'un peu plus de 2 millions de dollars sur 5 ans du Fonds mondial contre le paludisme et la tuberculose, les autorités ont lancé une campagne à travers les 3 îles des Comores, avec notamment l'usage d'un nouveau traitement, une plante utilisée dans la médecine chinoise, un traitement qui a déjà porté ses fruits, puisque cette thérapie a réduit le taux des porteurs de parasites de 23% à 0,33% sur l'île des îles de l'archipel. C'est un sujet de Maria Madramé, regardez. Ce serait une grande première en Afrique. Après 10 ans d'efforts, le paludisme serait en voie de disparition sur les îles des Comores. La victoire n'a pas encore été officiellement proclamée, mais selon les autorités sanitaires, l'essentiel est acquis. Le fardeau est beaucoup moindre. On a moins de cas de malades. Il n'y a plus la saturation qu'on connaissait dans les hôpitaux, ce qui fait qu'on peut dire que les ménages aujourd'hui sont un peu soulagés au niveau de leur budget, mais aussi au niveau du gouvernement aussi un peu soulagé. Il y a moins de dépenses à consacrer à la lutte contre le paludisme ou à soigner les malades. Donc je pense que sur ce plan-là, on respire un peu mieux. Lancé en 2005 grâce à un financement de 2,4 millions de dollars sur 5 ans du Fonds mondial contre le paludisme, les autorités comoriennes ont fait de leur priorité l'éradication de la maladie, notamment la prise en charge précoce des malades, la prévention chez la femme enceinte, la généralisation des moustiquaires imprégnés et la gratuité des soins. Parce qu'on a appliqué scrupuleusement les grandes stratégies majeures de lutte qui sont préconisées par l'OMS. Bon, mais en plus, le gouvernement comorien, avec la coopération chinoise, ils ont rajouté une 4e stratégie, qui est celle de faire un traitement de masse, qui consistait donc à distribuer un médicament antipaludique au niveau de la population, ce qui a aidé considérablement à diminuer le nombre de cas. Donc, du coup, effectivement, on a vu le fardeau diminuer, le nombre de cas diminuer instantanément, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a moins de cas. En 2010, on avait 103 670 cas en 2010. 103 670, et aujourd'hui, en décembre 2015, on avait 1072 cas, ce qui est une chute considérable du nombre de cas. Les Comores étaient classés parmi les pays à transmission intense et pérenne du paludisme, avec un taux d'incidence de 120 sur 1000 jusqu'en 2004. 10 ans plus tard, le taux de mortalité frôle la barre des 0%. Une satisfaction pour les presque 800 000 habitants des Comores, en attendant la certification de cette victoire par l'Organisation mondiale de la santé. On a un nouveau traitement, il s'agit d'une thérapie, non pas d'un vaccin. Aux Comores, comme on vient de le voir, il y a quelques jours, l'OMS annonçait que le premier vaccin antipaludique entrerait bientôt dans sa phase active, car rappelons-le, il n'existe actuellement aucun vaccin homologué contre le paludisme. Mais manifestement, si on a envie d'être optimiste, M. D'Almeida, les choses avancent. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire, mais depuis combien de temps le palu tue? Et ça a été dit, le palu tue plus que le sida.
concrètement. Mais il faut regarder aussi en face ce que traduit ce problème, c'est que la notion même de la santé doit être revue aujourd'hui, selon moi, dans nos politiques. La notion même de la prévention, parce que nous avons toujours été habitués à traiter les problèmes dans l'urgence, à traiter les problèmes, le palu, je ne crois pas que le problème soit à régler avec des moustiquaires ou ensuite telle ou telle piqûre. Il faut combattre le mal à la racine. Est-ce qu'aujourd'hui les politiques qui sont menées montrent bien ou mettent bien en évidence la prévention sur les causes du palu? Donc il y a des traitements préventifs aujourd'hui. Vous allez partout en Afrique, vous avez des traitements préventifs. Mais on se demande à quoi ces traitements servent, puisque aussitôt pris, aussitôt contracté. Voilà. C'est un vrai problème parce qu'on va souvent pointer du doigt les laboratoires occidentaux qui refuseraient d'investir dans un vaccin pour une maladie qui touche principalement l'Afrique subsaharienne. Mais pourquoi l'Afrique ne se dote pas de véritables centres de recherche capables de mettre au point des traitements préventifs contre des maladies telles que le paludisme, Ebola ou encore plus récemment Zika? Tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié à notre état de pauvreté, tout simplement. Notre état de pauvreté qui fait en sorte que non seulement sur place, vous avez des stratégies sanitaires qui sont mises en place, qui sont des stratégies qui ne sont pas efficientes. Ce sont des stratégies, comme vient de le dire notre invité, c'est-à-dire on agit toujours sur le court terme. En Afrique aujourd'hui, notre état de pauvreté fait en sorte que nous savons tous, c'est-à-dire quelle est la cause du paludisme. En Afrique, ce sont des moustiques. Les moustiques proviennent d'où? Des conditions d'insalubrité dans lesquelles les individus vivent. Donc c'est pour cela que je dis que c'est bien beau, c'est-à-dire de prendre une petite partie du problème à Mireille, c'est dire que oui, il faut qu'on invente des médicaments, mais quelle est la cause en amont? Si on va se contenter uniquement de l'effet, dans tout phénomène dans ce monde, vous avez la cause et vous avez l'effet qui est produit, toute la conséquence comme vous voulez. Si vous ne vous donnez pas le temps de faire l'analyse de la relation causale, vous allez jamais résoudre ce problème-là. On va passer aux chiffres du jour. Vous en avez parlé tout à l'heure, Jean-Marie. 86,2% de la richesse mondiale appartient à 7,8% des individus. J'ai envie de dire, les riches continuent de s'enrichir et les pauvres de s'appauvrir manifestement. Et après, si vous voulez, Amira, je veux prendre un peu la parole pour revenir sur un certain nombre de choses dont nous avez parlé ici. Quand vous nous sortez un chiffre comme celui-là, et après on va s'étonner, oui, vous avez des jeunes de 30 ans qui sont attirés parce que tel ou tel est venu leur proposer, c'est-à-dire des subsides pour pouvoir vivre, et ils rentrent dans le terrorisme. C'est pour ça que je dis qu'il est temps que les dirigeants de ce monde s'assoient et regardent la répartition, c'est-à-dire de la valeur ajoutée de l'économie mondiale, va toujours dans les mêmes mains. Et ces gens-là, c'est-à-dire, ce PIB-là qu'ils confisquent, eux-mêmes, ils sont en train, si vous voulez, de mettre la société en ébullition. Et les premières personnes à souffrir de ces révolutions-là, ce sont ces gens-là qui ont de l'argent, dont un peu d'intelligence. C'est-à-dire qu'installons un peu plus d'équité, un peu plus de justice dans la société. Aujourd'hui, c'est-à-dire la société moderne produit, c'est-à-dire pratiquement le double de ce qu'elle produisait, c'est-à-dire en termes d'enrichissement chaque année. Et vous avez de plus en plus de pauvres. Donc il est temps que les organisations internationales, les États s'assoient et qu'on se dise que le monde produit suffisamment de richesses pour que nous éradiquions. Vous avez, comment dirais-je, des études des grandes organisations internationales qui sont arrivées, qui ont dit que pour éradiquer la pauvreté dans le monde, il faut 10 ans. Et à chaque fois, on met sur la table 100 milliards de dollars et on éradique la pauvreté en 10 ans. Merci Jean-Marie pour vos analyses. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous également, Monsieur D'Almeida. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Merci pour votre participation. Bonsoir Amira, merci à tous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa News Room, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en cette semaine consacrée au franc CFA. Merci de nous avoir suivis et à demain.